Bonjour à tous. Alors on va maintenant aborder les pathologies du sommeil avec l'insomnie. Je vous avais vu la physiologie jusqu'à présent. Donc je suis Damien Léger de l'Hôtel Dieu. Et donc nous abordons la partie pathologie du sommeil avec le trouble principal qui est l'insomnie. Alors voilà quel va être le plan du cours. On va d'abord aborder la définition de l'insomnie et l'épidémiologie. Ensuite, le diagnostic. Comment fait-on le diagnostic d'insomnie? Quelles sont les différentes causes, diagnostiques étiologiques? Et enfin, la prise en charge. Donc voilà qu'est-ce qu'on va aborder pendant cette heure. Alors tout d'abord, la définition. Définition et épidémio. Alors la difficulté avec l'insomnie, c'est que c'est à la fois une plainte, c'est-à-dire je me plains d'un mauvais sommeil, une plainte, un symptôme, mais c'est aussi une maladie qui a ses conséquences, on le verra, des conséquences quelquefois comorbides, sévères. Donc la difficulté pour la définition, c'est de faire la différence entre cette plainte, j'ai un mauvais sommeil, et la maladie, je suis insomniaque. Alors, la plainte, elle émane souvent du patient. Le patient, j'ai un très mauvais sommeil, j'ai très mal dormi la nuit dernière. C'est quelque chose qui nous arrive très souvent, mais qui ne veut pas forcément dire qu'on est insomniaque. Donc, à partir de cette plainte, comment aller de la plainte du patient au diagnostic du médecin? Alors, ceci pour vous dire un peu que sur le plan de la fréquence, c'est très différent parce que dans la population générale, les gens qui ont été insomniaques au moins une fois, c'est 90% de la population. Donc c'est très très fréquent d'avoir eu un problème important de sommeil, d'avoir été insomniaque au moins une fois. Par contre, les gens qui ont une insomnie chronique, c'est-à-dire réellement la maladie de l'insomnie, c'est 20 à 25%. Donc vous voyez, de la plainte à la maladie, on diminue considérablement. On passe de 9 sur 10 à 1 sur 4. L'insomnie sévère, c'est 10% de la population adulte. Et ce sont 9% des Français, mais aussi de beaucoup de pays européens et occidentaux, qui consomment toutes les nuits un produit pour dormir, un hypnotique. 9% des adultes consomment toutes les nuits un produit pour dormir. Donc vous voyez, on passe de, parmi ceux qui ont des troubles, 90%, eh bien environ 1 sur 10 de ceux-là prennent un hypnotique tous les soirs. Alors, quelle est la définition de l'insomnie? On prend pour ça la définition des classifications internationales qui sont la classification des maladies psychiatriques, DSM-4, et l'ICSD, qui est une classification internationale des troubles du sommeil. International Classification Sleep Disorders, ICSD. Alors, ces définitions disent que pour être insomniaque, il faut avoir au moins un trouble du sommeil. Au moins un trouble du sommeil, qui sont les suivants. Difficulté d'endormissement, réveil pendant la nuit, réveil nocturne, réveil trop précoce, on va venir dans la définition exacte de chacun de ces intitulés après. Réveil trop précoce, sensation de sommeil non récupérateur, donc un de ces 4 items. Soit difficulté d'endormissement, réveil pendant la nuit, réveil nocturne, réveil trop précoce le matin, ou sensation de sommeil non récupérateur. Donc il faut avoir ces troubles au moins 3 fois par semaine, ça c'est donc la définition de fréquence, au moins 3 fois par semaine, depuis au moins 1 mois. Donc ça, généralement,
on part de cette durée de 1 mois. Quelquefois, certains prennent plutôt 3 mois, mais ce qui est reconnu sur le plan international, c'est 1 mois. Et avec des répercussions sur le fonctionnement diurne. Ce n'est pas uniquement des problèmes de sommeil, mais également des problèmes dans la journée qui suit le lendemain, avec répercussions sur le fonctionnement diurne, dont la fatigue, l'irritabilité. Les gens qui ont des problèmes dans la nuit, mais qui fonctionnent très bien dans la journée, ils ne sont pas considérés comme des insomniaques. Souvent, c'est les petits dormeurs ou des gens qui n'ont peut-être pas un sommeil forcément adapté, mais s'ils sont bien dans la journée, ils ne sont pas considérés comme des insomniaques. Alors, qu'appelle-t-on difficulté d'endormissement? Eh bien, on parle de difficulté d'endormissement quand on met au moins 30 minutes pour s'endormir. 30 minutes pour s'endormir. En dessous de 30 minutes, on considère ça comme normal. 30 minutes, c'est déjà assez long, hein, mais on dit qu'on a des problèmes d'endormissement au-delà de 30 minutes. C'est un petit peu arbitraire comme limite, mais c'est finalement ce qui rassemble plus les diagnostics. Trouble de maintien du sommeil, c'est quand on a au moins 2 à 3 réveils par nuit avec difficulté pour se rendormir. 2 à 3 réveils par nuit avec difficulté pour se rendormir. Alors ça ne veut pas dire les tout petits réveils dont vous avez sans doute parlé Saïd Rouhani avant, qui sont les petits réveils de quelques secondes, comme ça on a très nombreux au cours de la nuit, mais dont on ne se rappelle même pas, hein, parce que pour se rappeler d'un réveil dans la nuit, il faut un réveil d'au moins 1 minute. Sinon la mémoire n'entre pas en fonctionnement. Hein. Tout réveil inférieur à 1 minute, on ne s'en rappelle pas en général. Donc en général, quand on a des réveils dont on se rappelle, c'est qu'ils durent au moins quelques minutes, 5 à 10 minutes, avec difficulté pour se rendormir. Et enfin, réveil trop précoce, c'est se réveiller au moins 1 heure avant l'heure choisie. Vous désirez vous réveiller à 8 heures, eh bien vous réveillez à 7 heures et vous n'arrivez pas à vous rendormir. Alors, quelles sont les répercussions qu'on considère sur le fonctionnement diurne? C'est ce qui fait la différence entre l'insomniaque et le petit dormeur. Donc, tout d'abord, il y a la fatigue. Être fatigué, avoir des malaises font partie des répercussions. Des troubles cognitifs tels que les troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire. Des troubles du fonctionnement social ou scolaire. J'ai du mal à fonctionner, j'ai du mal à faire mon métier, j'ai du mal à faire mes études. Des troubles de l'humeur, irritabilité. Alors l'irritabilité est très fréquente chez les insomniaques, elle est particulièrement fréquente au début vis-à-vis du milieu familial, plus que du milieu professionnel. Hein. Elle vient dans un deuxième temps, mais l'irritabilité est très fréquente chez les insomniaques. La somnolence diurne, alors ça c'est un peu controversé parce que quand vous essayez de faire dormir des insomniaques dans la journée, en général ils n'y arrivent pas non plus, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire la sieste, mais par contre ils ont tendance à s'endormir dans des situations inappropriées, c'est-à-dire qu'ils vont s'endormir dans le métro ou dans des endroits où il ne fallait pas qu'ils s'endorment, alors que si on leur demande de s'endormir, de faire la sieste dans la journée, ils ne vont pas y arriver non plus. La réduction de la motivation, de l'énergie, de l'initiative, ça chez les insomniaques chroniques, c'est très retrouvé, hein, cette réduction de l'énergie, de la capacité à faire les choses. Et la tendance aux erreurs, quelquefois aux accidents de conduite ou de travail. Donc tendance aux erreurs plus facile, certainement par mauvais fonctionnement cognitif. Alors, l'insomnie aussi peut être donc occasionnelle ou réactionnelle. Hein, c'est le cas des insomnies liées à un mauvais fonctionnement, à une mauvaise hygiène du sommeil, ou à un événement traumatisant, hein, quelque chose dans le travail ou dans la famille, un décès, donc ça c'est fréquent. Et donc cette insomnie se résout après, bien entendu, l'événement traumatisant, ou alors peut se chroniciser
Et on parle d'insomnie chronique dès que l'insomnie dure plus d'un mois ou 3 mois selon les définitions. Donc 1 mois, c'est souvent un peu court pour quelquefois certaines insomnies réactionnelles durent plus d'un mois. Vous avez eu le décès d'un proche, bon, c'est normal qu'effectivement ça dure plus d'un mois sur les troubles du sommeil. Donc en fait, entre 1 mois et 3 mois, on est à la frontière entre l'insomnie réactionnelle et l'insomnie chronique. En tout cas, l'insomnie chronique dure plus de 3 mois. Donc à l'Hôtel-Dieu, dans notre consultation du sommeil, on voit souvent des gens qui sont insomniaques depuis 10, 15 ans, qui ont vraiment des insomnies chroniques depuis très très longtemps. Alors, épidémiologie de l'insomnie. On va voir un petit peu quelle est la fréquence. On a déjà vu une diapositive là-dessus, mais je voulais vous présenter donc cette étude faite en France, chez 12 000 et quelques Français, où on voit que l'insomnie, en fait, touche 19% des adultes. 19% des adultes, et l'insomnie sévère, c'est-à-dire avoir au moins 2 problèmes de sommeil, selon les mêmes définitions que précédemment. Donc l'insomnie sévère, c'est 2 problèmes de sommeil avec les mêmes définitions de fréquence, c'est-à-dire au moins 3 fois par semaine depuis au moins 1 mois, avec conséquences sur la vigilance. Ça concerne 9% des Français. Alors, comme vous le voyez, bien, l'insomnie est plus fréquente chez la femme que chez l'homme, puisqu'elle touche 23% des femmes adultes en France contre 14% des hommes. Et de la même façon, l'insomnie sévère est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Autre évolution, l'évolution avec l'âge. Plus on avance en âge, plus on a tendance à avoir de problèmes d'insomnie. Donc vous voyez qu'on passe dans la tranche d'âge 18-24 à 13% d'insomniaques quand même, ce qui est quand même assez important. À la tranche d'âge plus de 65 ans, on a 22% d'insomniaques. Alors, un élément important sur le plan de la survenue de l'insomnie, de la recherche, c'est le doublement de l'insomnie sévère entre 25 et 34 ans. C'est-à-dire qu'on estime que c'est la période où s'installe l'insomnie sévère, et donc c'est la période dans laquelle la prévention est importante pour essayer de diminuer ce risque d'apparition d'insomnie. Alors, quels sont les troubles les plus fréquents parmi les insomniaques dans cette étude qui a été faite chez près de 27 000 consultants en médecine générale, eh bien, à peu près à égalité, ce sont les troubles de l'endormissement et les troubles de maintien du sommeil, c'est-à-dire les réveils au cours du sommeil, qui sont les plus fréquents, les plus fréquentes des plaintes. Par contre, le réveil précoce est plus rare, 9,9%. Et un sommeil trop long, c'est non récupérateur, c'est 4%, à peu près 3,9% de cette étude. Donc les plaintes à égalité les plus fréquentes, c'est l'endormissement et le maintien du sommeil. Alors ça, c'est à titre illustratif, une étude auquel on a participé qui a été faite dans une vingtaine de pays dans le monde. Et donc, vous voyez que la France, qui est située là, est à peu près dans la médiane de la survenue d'insomnie. Que les gens qui se plaignent le plus d'insomnie, ce sont les Brésiliens, 42,9%, et les Chiliens. Et ceux qui s'en plaignent le moins, ce sont les Japonais, 8,3%. Bon, après, il y a tous les côtés culturels dans la plainte d'insomnie, comme c'est une plainte subjective, mais c'était le même questionnaire dans tous les pays. Deuxième partie, comment fait-on le diagnostic de l'insomnie ? Comment peut-on faire le diagnostic de l'insomnie ? Alors, on a des méthodes subjectives et objectives. Alors, le diagnostic de l'insomnie repose donc sur cette évaluation à double niveau, une évaluation subjective que chacun d'entre nous peut faire facilement, qui était précise et qui est recommandée en médecine générale. L'année dernière,
fait avec la Haute Autorité de Santé un consensus sur l'insomnie en médecine générale, et donc ces méthodes subjectives sont recommandées. Et ensuite, il y a les méthodes objectives qui sont beaucoup plus rares, qui demandent des outils spécialisés que je vais vous détailler. Alors, sur le plan subjectif, on a 3 moyens qui sont souvent employés. Ce sont l'agenda du sommeil, c'est un agenda comme on en emploie dans beaucoup d'autres maladies chroniques, donc c'est le moyen souvent le plus utile. On va le détailler. Les échelles analogiques visuelles qui permettent d'évaluer la sévérité et les répercussions de l'insomnie, les échelles analogiques visuelles, et un certain nombre de questionnaires standardisés. L'agenda du sommeil, les échelles et les questionnaires. Alors, qu'en est-il de l'agenda du sommeil ? Alors, l'agenda du sommeil, il a pour but de vérifier les critères de l'insomnie dont on a parlé dans la définition. Donc, vérifier les critères de l'insomnie sur une période d'au moins 2 semaines. Une semaine n'est pas suffisant. En particulier, un week-end est souvent peu révélateur parce que les week-ends changent beaucoup. Donc, avoir 2 semaines complètes avec 2 semaines d'activité et 2 week-ends, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, on va vérifier donc les critères, troubles de l'endormissement. Donc, on regardera avec l'agenda si les gens mettent plus d'une demi-heure à s'endormir. Les critères de maintien du sommeil, c'est-à-dire les réveils au cours de la nuit, comme on l'a vu tout à l'heure, 2 à 3 réveils par nuit signent une insomnie. Donc le réveil trop précoce, se réveiller au moins 1 heure avant l'heure choisie. Et ça va nous permettre aussi de connaître les habitudes du sommeil, c'est-à-dire le sujet est-il du matin ou du soir ? Vous savez que vous l'avez sans doute abordé avec l'horloge biologique, et Dr Rouhani tout à l'heure. Il y a des sujets qui sont vraiment orientés du matin, c'est-à-dire qui ont tendance à avoir sommeil très tôt dans la soirée et à se réveiller très tôt le matin. Et même quand c'est le week-end, ils n'arrivent pas à se lever plus tard. Puis vous avez des sujets qui sont plutôt du soir, c'est-à-dire qu'ils ont tendance toujours à se coucher tard et pendant les vacances de plus en plus tard et se réveiller de plus en plus tard. Et il y en a qui se sentent concernés là dans le... Et donc à ce moment-là, ils ont du mal à se lever tôt le matin pour les activités de travail. Alors ça permet de repérer avec l'agenda de sommeil. Et d'autre part, la différence semaine-week-end. Vous savez, il y a 2 choses qui sont repérées par ça. La première, c'est que la plupart des jeunes adultes et dans les villes des citadins sont en privation chronique de sommeil, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne dorment pas assez pendant la semaine, et donc ils récupèrent le week-end. Donc c'est intéressant d'avoir le week-end parce qu'on va avoir le reflet de ce qu'on appelle la dette de sommeil, c'est-à-dire le sommeil en moins dans la semaine qui se récupère le week-end. Et d'autre part, ça redonne une orientation sur le caractère du soir ou du matin, parce que généralement, quand on est du soir, on se couche plus tard le week-end. Voilà. Enfin, tout le monde se couche plus tard le week-end en général, mais il y a des gens qui se couchent beaucoup plus tard. Alors voilà un exemple d'agenda du sommeil. Alors dans cet exemple d'agenda du sommeil, vous voyez, vous avez ce qui est très classique, une échelle des 24 heures, ici, qui est ici entre 18h et 18h. Et on demande au sujet de mettre une flèche à l'endroit où il se couche, à l'heure à laquelle il se couche, une flèche à l'heure à laquelle il se lève, et de hachurer les périodes où il a dormi. Donc vous voyez ici, je peux voir que cette personne s'est couchée à 23h, a mis plus d'1 heure à s'endormir, a dormi entre minuit et 2h, puis entre 3h et 8h, et s'est levé à 8h30, a refait une sieste dans l'après-midi. OK ? Alors, on évalue l'heure d'endormissement à l'heure d'extinction des lampes, et à partir de l'heure à laquelle on éteint les lampes, et à peu près en combien de temps on s'endort après. Quand on s'endort très rapidement, on ne le sait pas trop, parce qu'on a une amnésie des 3 ou 4 minutes qui précèdent l'endormissement.
Par contre, si on met du temps à s'endormir, on l'évalue assez bien. Si on met une demi-heure, 3/4 d'heure à s'endormir, généralement, on le sait. Quand on met quelques minutes, on ne le sait pas. Et cette amnésie est vous permet quand même de dire à votre conjoint qui vous a répété quelque chose de... Ça suscite des commentaires, je comprends, parce que c'est très important, l'endormissement. Alors, quand il y a votre conjoint qui vous raconte quelque chose de très important avant de vous endormir, et le lendemain, vous lui dites « Mais non, pas du tout, tu ne m'as pas dit ça. » Ben, vous avez raison, parce que vous avez effacé les 3 ou 4 minutes qui précèdent l'endormissement. Donc, on oublie ce qui se passe avant l'endormissement. Alors, on en revient aux échelles analogiques. Hein. Bon, ça y est, vous avez raconté votre soirée de... J'ai sauté une diapo. On va revenir en arrière. Non. Oui, donc on en était là. Hein. Donc OK. Alors, les échelles analogiques visuelles, elles ont pour but d'évaluer la sévérité de l'insomnie et les répercussions diurnes. Hein, c'est d'évaluer la sévérité et les répercussions diurnes selon la définition et selon les jours de la semaine. Et elles ont pour but également d'évaluer des facteurs associés qui nous permettront de rechercher la cause, anxiété, dépression, humeur morose, préoccupation par rapport à son sommeil. Hein, donc d'évaluer l'insomnie, sa sévérité et ses répercussions, et d'évaluer les facteurs associés, anxiété, dépression, préoccupation du sommeil. La préoccupation du sommeil, c'est le fait de se dire dans la journée « je vais mal dormir ce soir ». Hein, c'est un côté très spécial dans l'insomnie. Il y a des gens qui sont des très mauvais dormeurs, mais qui arrivent le soir sans y avoir pensé du tout dans la journée. Tout d'un coup, ils se disent « ah ben oui, c'est vrai, je suis insomniaque ». Ils avaient oublié, tandis qu'il y en a qui y repensent toute la journée. Alors voilà un modèle d'échelle analogique. Vous voyez, ce sont des échelles classiquement de 10 cm, hein, avec des extrêmes. Ici, les extrêmes, c'est par exemple, votre sommeil a-t-il été excellent et très mauvais? Et on se situe sur la ligne en mettant un petit trait entre les deux. Hein, et chaque personne est comparable à elle-même dans ce type d'évaluation parce que vous avez les extravertis qui se mettent aux extrémités de l'échelle et vous avez les gens plutôt introvertis qui vont se mettre tout à fait au milieu avec des variations d'1 millimètre, mais ils sont comparables à eux-mêmes d'une période sur l'autre. Voilà. Alors, les questionnaires du sommeil, ils ont pour but de quantifier les troubles du sommeil d'une période sur l'autre, c'est le cas du questionnaire de Spiegel, par exemple, Spiegel, qui est un questionnaire allemand, ou du questionnaire de Pittsburgh, qui est un questionnaire américain. Pittsburgh est employé internationalement. Ça, c'est pour quantifier les troubles du sommeil. Ça permet de comparer d'une période à l'autre. Ou de rechercher des causes. Ça, c'est le cas de notre questionnaire HD43, qui est le questionnaire de l'Hôtel-Dieu, qui permet de rechercher des causes de sommeil. Alors, sur le plan de la quantification, le questionnaire de Spiegel. Donc, bon, je ne sais pas si c'est très visible hein, dans le... Non. Bon, mais vous l'aurez sur le diaporama. Hein. Donc, en fait, on vous demande le lendemain matin comment s'est passé l'endormissement, la qualité du sommeil, le fait d'avoir eu des réveils, et ça permet de donner un score hein, sur les deux nuits qui viennent de se passer. Et quand ce score est inférieur à 18, ça veut dire qu'on a des troubles du sommeil. Et quand il est inférieur à 15, ça veut dire qu'on a des troubles sévères, une insomnie sévère. Donc, vous voyez, si vous donnez un traitement ou si vous suivez une personne à différentes périodes de son insomnie, ben on peut suivre comme ça les scores et voir s'ils s'améliorent ou si ça s'aggrave. Alors, on a parlé maintenant de l'évaluation subjective, on arrive à l'évaluation objective, c'est-à-dire avec des moyens spécialisés.
Et là, il y a 3 moyens possibles. L'actimétrie, l'enregistrement ambulatoire du sommeil et l'enregistrement polysomnographique. Donc c'est 3 moyens de complexité croissante. Alors on commence par l'actimétrie. Donc l'actimétrie, en fait, c'est une montre que l'on porte au poignet non dominant. Cette montre possède un quartz piézoélectrique qui va mesurer le nombre et l'amplitude des mouvements de votre bras. Et elle est portée jour et nuit pendant au moins 10 jours. Alors, jour et nuit pour évaluer effectivement les périodes d'activité et de repos. Ensuite, elle est mise sur une interface informatique qui permet l'analyse des données et qui nous permet de repérer les périodes d'activité-repos, de bien repérer les périodes d'activité-repos, alors y compris la nuit et pendant la journée, si les gens font des siestes, de mesurer le temps de sommeil total, la latence d'endormissement, c'est-à-dire la durée qui sépare l'extinction de la lampe de l'endormissement, la latence d'endormissement, le temps d'éveil nocturne. On se réveille tous pendant la nuit, environ 10% du temps. Donc, en dessous de 10%, c'est normal. Et les siestes diurnes, c'est-à-dire les périodes, effectivement, de récupération pendant la journée. Alors, voilà comment se présente un actimètre. Vous voyez, il y a 2 modèles. Là, il y en a un qui ressemble vraiment à une montre. Et il y en a un autre qui comprend un petit capteur de lumière, ici, ce qui permet de faire le rapport entre l'activité et l'exposition à la lumière, qui est un des paramètres de resynchronisation de l'horloge. Donc vous avez ici le résultat d'un actimètre sur 4 jours. Donc les parties qui sont en noir sont les parties d'activité, c'est-à-dire que les gens bougent la personne bouge son bras et donc est active. Et les parties qui sont en bleu, vous voyez la diminution du rythme entre minuit et 6 heures du matin qui traduit la période de sommeil. Alors bien sûr, il y a des gens qui bougent plus ou moins. Il y a des gens qui restent très très calmes pendant la journée, en particulier des personnes âgées qui ne bougent pas beaucoup. Et puis il y en a qui sont très actifs, qui bougent énormément dans la journée. Alors il faut comparer une personne à elle-même et pour ça il y a le traitement informatique des données qui permet de faire cette comparaison. Mais c'est un moyen très utile pour évaluer l'insomnie. Alors voilà l'actimétrie d'un insomniaque. Ce qu'on voit, c'est sur une période de 15 jours, un tracé qui est très confus, c'est-à-dire qu'il y a des zones oranges qui sont plus ou moins intenses pendant la nuit et plus ou moins plus intenses pendant la journée. Mais en fait, comme c'est un insomniaque, il bouge pendant la nuit. Donc il est tout le temps réveillé une partie de la nuit et au contraire dans la journée il est avec des périodes de perte d'activité, de perte de contact, de micro-sieste et donc le tracé est très confus, on ne voit pas bien la différence entre jour et nuit. Alors l'avantage de l'actimétrie dans l'insomnie, les avantages, c'est une analyse d'une longue période. On peut faire 2 à 3 semaines de mesure, donc ça c'est pratique parce que évaluer le sommeil sur 2 à 3 semaines c'est pratique. C'est un appareil peu invasif parce que mettre une montre pendant cette période-là c'est quand même pas très gênant. Il y a des gens qui ont du mal à dormir avec leur montre, mais disons que c'est quand même peu gênant par rapport à d'autres examens. Et ça permet de surveiller les horaires et la régularité des horaires de coucher et de lever de la personne qui a des problèmes de sommeil. Les inconvénients, c'est qu'il y a une variabilité interindividuelle qui est forte.
c'est ce que je vous disais, hein, il y a des gens qui sont très actifs, qui bougent beaucoup, et puis d'autres qui ne vont pas bouger du tout. Alors eux, ça va être difficile d'évaluer leur sommeil par rapport à la soirée, par exemple. Il y aura peu de différence entre les périodes calmes et de sommeil. Et avec cet outil, on ne peut pas analyser les stades du sommeil. Hein, vous avez dû voir les stades du sommeil précédemment, sommeil lent profond, sommeil paradoxal. L'actimétrie ne permet pas de les apprécier. Juste sommeil, éveil, mais pas les différents stades du sommeil. Alors, le Holter sommeil à domicile, ça c'est les enregistrements complets de sommeil, mais qu'on fait à la maison. Ces enregistrements donc combinés de l'électroencéphalogramme, l'électro-oculogramme, les mouvements oculaires, électro-oculogramme, et l'électromyogramme mentonnier. Hein, ce sont les 3 tracés indispensables pour définir les stades du sommeil. Alors, grâce à cet enregistrement, on peut avoir, avec l'analyse du tracé, le temps de sommeil et d'éveil exact. Hein. Donc ça, on a une grande précision sur le temps de sommeil et d'éveil. La latence d'endormissement. Et les pourcentages de sommeil lent profond et sommeil paradoxal. Cette fois, on peut savoir avec le Holter sommeil quel est le pourcentage de sommeil récupérateur. Donc quelqu'un qui dort très mal mais qui a un pourcentage normal de sommeil lent profond et sommeil paradoxal, eh bien, ça donne une indication d'un sommeil récupérateur. Donc voilà comment se fait un enregistrement de sommeil, hein. Donc avec les électrodes sur le visage et sur le cuir chevelu. Alors, quels sont les avantages du Holter sommeil à domicile? Alors, les avantages, c'est qu'on se retrouve dans les conditions habituelles de sommeil, c'est-à-dire qu'en fait, on est à la maison, donc les gens sont dans leurs mêmes conditions que d'habitude. C'est sûr que d'avoir plein de fils sur la tête, quelquefois, c'est pas très facile à expliquer à ses enfants quand ils sont petits ou à sa concierge quand on passe dans l'escalier avec tous les fils, mais on est quand même dans les conditions habituelles. L'appareillage est plus souple qu'à l'hôpital. Et on a une analyse objective du sommeil, c'est-à-dire qu'on a vraiment, et ça c'est très utile sur le plan thérapeutique, on peut vraiment donner à la personne quelle est la composition de son sommeil, quelle est l'architecture, quel est le pourcentage de sommeil récupérateur. Quels sont les inconvénients? Eh bien, tout d'abord, il peut y avoir des problèmes de technique parce qu'on est sans surveillance. On fait de plus en plus de télésurveillance ou de contrôle éventuellement par Internet des tracés, mais ça demeure assez compliqué parce qu'il faudrait que ce contrôle s'effectue au cours de la nuit et ça risque de réveiller le patient. Hein, donc, finalement, on fait relativement peu de contrôle, sauf au moment du branchement. Mais quelquefois, ça se débranche au cours de la nuit, ça arrive, et c'est effectivement un des problèmes techniques. Et les insomniaques sont parfois eux-mêmes inquiets d'avoir cet appareillage autour d'eux sans possibilité de contrôle. Donc, ça peut aggraver leur nuit. Alors, parfois, on fait des enregistrements complets polysomnographiques au laboratoire. Ça, c'est l'enregistrement le plus complet. Donc, cet enregistrement polysomnographique au laboratoire est indiqué si on recherche une cause organique à l'insomnie ou si on recherche une pathologie complexe du sommeil, c'est-à-dire plusieurs troubles du sommeil associés. Apnée du sommeil, insomnie, syndrome des jambes sans repos, par exemple. Alors, il est finalement rarement réalisé pour l'insomnie, parce que c'est un examen qui est cher et qui n'est pas indiqué en première intention. Il y a un effet première nuit marqué, ce qui signifie qu'effectivement, dormir à l'hôpital dans un laboratoire avec quelqu'un qui vous surveille et des électrodes sur la tête et un système de télésurveillance
ça n'arrange pas le sommeil. Hein. Donc on sait que la première nuit, c'est pas évident. On a très très peu de gens qui ne dorment pas, mais on sait que la première nuit qu'ils passent dans le laboratoire joue sur environ 10% de leur qualité de sommeil. Mais paradoxalement, certains insomniaques dorment mieux. Hein. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont insomniaques depuis 10-15 ans et puis qui arrivent et qui font une nuit fantastique au laboratoire. On leur dit, vous n'avez aucun problème, mais non, mais comme par hasard, j'ai très bien dormi cette nuit-là, parce qu'ils sentaient qu'on allait s'occuper de leur sommeil. Et là, hop, du coup, ils dorment extrêmement bien, ce qui est toujours un peu difficile, du coup, pour tout le monde. Alors voilà comment ça se passe, un enregistrement de sommeil, hein, de nuit. Vous voyez, on a des fils un petit peu partout, mais on peut apporter son doudou, c'est possible. Donc. Alors avec ça, on a ce qu'on appelle une nuit de sommeil, l'hypnogramme. Là, vous en avez parlé précédemment sans doute. Vous voyez, c'est la représentation du sommeil en cycle. Et on a ici, pour cet insomniaque, ici c'est l'éveil. Plus on descend, plus on est dans le sommeil profond. Et le orange, c'est le sommeil paradoxal. Eh bien, cet insomniaque met du temps à s'endormir. Il a 2-3 réveils au cours de la nuit et un réveil précoce. Donc il a là les 3 problèmes, c'est-à-dire l'insomnie d'endormissement, les réveils au cours de la nuit, 3 réveils avec difficulté pour se rendormir, et il se réveille 1 heure avant l'heure choisie. Alors le diagnostic étiologique de l'insomnie, quelles sont les causes de l'insomnie? Donc on va voir rapidement 5 familles de causes. Les causes organiques, les causes psychiatriques, les causes toxiques, les causes circadiennes et enfin l'insomnie primaire. Causes organiques, psychiatriques, toxiques, circadiennes et l'insomnie primaire. Alors les causes organiques, de très nombreuses pathologies peuvent retentir sur le sommeil. Et donc quand on a une insomnie chronique, on va rechercher ces pathologies, hein, puisque c'est fréquent. Alors parmi les causes les plus fréquentes, on a des causes endocriniennes dont l'hyperthyroïdie. Les gens qui ont une hyperthyroïdie dorment très mal, sommeil très agité avec de nombreux éveils. Les troubles articulaires avec des douleurs, bien entendu, la douleur est associée à un mauvais sommeil. Souvent, elle est moins traitée pendant la nuit que pendant la journée. Les gens, en bougeant au cours de la nuit, ont des réveils qui sont liés aux douleurs. Les troubles respiratoires, donc, dont les bronchites chroniques et les asthmes, hein, entraînent des insomnies. Les troubles prostatiques avec de nombreux éveils liés à la nicturie. Mais également les troubles du rythme cardiaque. Des accès de tachycardie ou de troubles du rythme nocturne provoquent des éveils au cours de la nuit. Les reflux gastro-œsophagiens provoquent également des micro-éveils qui perturbent la qualité du sommeil, en particulier en deuxième partie de nuit. Et la maladie de Parkinson, par exemple, parmi les causes neurologiques, qui est annoncée quelquefois plusieurs années avant le diagnostic par la survenue au cours du sommeil paradoxal d'éveils avec des cauchemars, hein, au cours du sommeil paradoxal. Donc, toujours faire le bilan de ces causes organiques possibles avant d'attribuer l'insomnie à une cause psychologique ou psychiatrique, hein, ce qui est très fréquemment le cas, c'est-à-dire qu'on a tendance à attribuer facilement les troubles du sommeil à des causes psychiatriques, mais sans penser d'abord aux causes organiques. Alors, il faut faire la part de la cause et de la conséquence, car en effet, il y a une intrication importante, hein, entre insomnie et troubles psychiatriques. Plus de 50% des insomniaques présentent des troubles psychiatriques. Alors que ce soit des désordres affectifs, hein, troubles de l'humeur, des troubles anxieux. Il y a une grande intrication, bien sûr, entre l'anxiété
et l'insomnie, ou alors des troubles plus graves, psychose, schizophrénie, des troubles de la personnalité, troubles somatiques. Grande partie des diagnostics psychiatriques dans le DSM-4 comprennent des problèmes de sommeil associés. Alors, pour vous montrer une intrication entre ces deux maladies, cette étude qui a suivi des insomniaques pendant 5 ans, les insomniaques traités et non traités, montre que en fait, les insomniaques non traités ont 40 fois plus de risques de développer une dépression que les insomniaques traités. C'est-à-dire que l'insomnie en elle-même peut être à la fois un facteur annonciateur de la dépression et puis un facteur de risque de dépression si elle n'est pas traitée. Insomnie toxique, troisième famille. Alors parmi les toxiques, il y a un certain nombre de médicaments qui interagissent sur le sommeil, les stimulants centraux, des bêta-bloquants. Les bêta-bloquants donnés le soir fractionnent le sommeil. Les bronchodilatateurs, les corticostéroïdes qui également diminuent la quantité et la qualité du sommeil profond, et des toxiques plus généraux comme l'alcool, le tabac, le café, qui agissent sur le sommeil. Alors l'alcool est fréquemment pris comme hypnotique, en particulier dans un certain nombre de pays où les hypnotiques sont très chers. Donc il y a quelquefois de 20 à 30% des insomniaques qui prennent de l'alcool pour s'endormir. Alors ça a un côté efficace pour s'endormir, puisque l'alcool c'est sédatif, mais par contre après ça fractionne le sommeil de manière importante et la qualité du sommeil est très altérée par une prise d'alcool un peu importante. Quatrième famille, les insomnies d'origine circadienne. Alors ça, circadienne, c'est-à-dire liée à l'horloge biologique. Alors, notre horloge biologique, vous savez, tourne aux alentours de 24 heures au niveau des noyaux suprachiasmatiques, mais il y a un certain nombre de gens pour lesquels l'horloge n'est pas complètement réglée sur 24 heures. Et ce sont en particulier les sujets qui sont en retard de phase. Alors, le retard de phase, c'est un peu ce qu'on a appelé tout à l'heure sujet du soir, mais de manière excessive. Eux, ils ont un horaire de coucher très tardif. Ils ont tendance à se coucher très tardivement. Ils ont un réveil très difficile le matin. C'est les gens qui achètent 5 réveils pour se réveiller. Et ils ont un décalage très important le week-end et les vacances. Alors, ce sont des personnes dont l'horloge biologique tourne sur 25, 26, 27 heures. Ils n'ont jamais envie de se coucher, donc sont très décalés. À l'inverse, vous avez les gens en avance de phase. Donc ça concerne plutôt des sujets plus âgés. Ils ont tendance à s'endormir dans la soirée, c'est-à-dire tout à fait au début de la soirée. Par contre, ils se réveillent en pleine nuit, quelquefois vers 3-4 heures du matin, en pleine forme. Et ils sont incapables de se rendormir après. Ils ne peuvent pas faire de grasse matinée. Alors, ces insomnies, vous voyez, c'est un décalage par rapport à cette cyclicité qui est celle de notre horloge biologique. Bien, il y a un certain nombre de gens qui sont en avance toujours, c'est comme s'ils voyageaient vers les États-Unis. Et il y en a d'autres qui sont en retard, c'est comme s'ils voyageaient vers l'Asie. Ils sont toujours un peu décalés et ça leur entraîne du coup des problèmes importants d'endormissement ou de réveil dans la nuit. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle l'insomnie psychophysiologique. Alors ça, c'est les gens pour lesquels on ne retrouve pas de cause. On ne retrouve pas de cause, on recherche les causes organiques, les causes psychiatriques, les causes toxiques, les causes circadiennes, et non, on ne retrouve pas de cause. C'est une insomnie qui s'est installée comme ça. Il n'y a pas de cause particulière. Alors, c'est ce qu'on appelle l'insomnie primaire, dont cette caractéristique d'insomnie psychophysiologique qui est définie par un état de tension somatique. Souvent, les insomniaques sont des gens très réactifs dans la journée, qui sont très avec une réactivité, une espèce de tension un petit peu permanente, et cette tension a du mal à s'arrêter le soir.
C'est-à-dire que dans la soirée, ils continuent à être très, très énergiques, très motivés, et du coup, ils ont du mal à lâcher et à tomber dans le sommeil. Ils ont des éveils conditionnés par l'environnement. Ça veut dire que pour la plupart des insomniaques ne sont pas forcément réveillés par des bruits importants qui sont dans leur environnement. S'il y a des bruits de trafic automobile ou de choses comme ça, ça ne va pas les réveiller. Par contre, s'ils se sont fixés sur le fait que le voisin du dessus claquait sa porte tous les jours à 2 heures du matin, ben, ils vont attendre 2h moins 5 que le voisin claque la porte, et même si ça ne fait pas de bruit tellement, ils vont sauter en l'air à 2 heures, dire ça y est, il a encore claqué sa porte, et ça m'empêche de dormir. Ils vont se... Alors, ça c'est fixé sur les voisins, mais il y a beaucoup d'éveils conditionnés qui se font autour des enfants. Ça c'est plus classique. C'est-à-dire qu'on guette le bruit des enfants, et quand il y a un petit enfant qui fait même un tout petit pleur, eh bien ça va vous réveiller parce que vous êtes auto-conditionné à trouver ça important. D'accord ? Alors la répercussion, ça a une répercussion sur l'anxiété. Il y a une intrication avec l'anxiété dans ces réveils. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des voisins qui claquent la porte, là, je crois. Répercussion de fatigue dans la journée. Fatigue dans la journée. Et des siestes involontaires aussi. Alors, cela dit, dans la région Île-de-France, le bruit des voisins, c'est une des préoccupations très importantes des insomniaques. Ils mettent ça comme une des premières causes de leur insomnie. On avance là, parce qu'on a bientôt terminé cette partie-là, donc pour être bien dans les temps. Alors, autre type d'insomnie primaire, c'est la mauvaise hygiène de sommeil. Donc ça, c'est des gens qui ont des rythmes de sommeil très irréguliers, c'est-à-dire qu'ils se couchent et ils se lèvent vraiment à des heures très différentes. Ils font des siestes excessives dans la journée, c'est-à-dire qu'ils récupèrent pendant la journée le sommeil qu'ils n'ont pas pendant la nuit. Prennent beaucoup de café et d'alcool. Alors ça, c'est souvent des gens qui ont un sommeil très bon au début, puis finalement qui finissent par avoir un mauvais sommeil à cause de ce type de comportement. Ils ont une activité physique et ou intellectuelle tard le soir, ce qui est mauvais pour le sommeil, parce que effectivement, c'est difficile après de se diminuer. Et ils ont des associations négatives avec le sommeil. Ce qu'on appelle association négative avec le sommeil, c'est essayer de s'endormir avec la télévision, par exemple, en face de son lit, parce que effectivement, on s'endort, mais à un moment donné, il y a la pub qui arrive, et puis donc ça vous réveille après, et donc il y a un certain nombre de... Voilà. Alors, sa mauvaise hygiène de sommeil, c'est assez fréquemment rencontré comme cause d'insomnie primaire. Alors, prise en charge de l'insomnie chronique. 4e partie. Alors, prise en charge de l'insomnie chronique, eh bien, 5 voies. Premièrement, traiter la cause. Le traitement de la cause, bien sûr, quand il y a une insomnie secondaire ou comorbide. Deuxièmement, le traitement médicamenteux. On va détailler ces 5 parties. Troisièmement, la thérapie cognitive et comportementale. Quatrièmement, les règles d'or d'hygiène. Et enfin, les traitements de l'horloge biologique. Traiter la cause, les traitements médicamenteux, les TCC, donc ça vous verrez beaucoup ça en psychiatrie, les TCC, thérapie cognitive et comportementale, les règles d'or et les traitements de l'horloge biologique. Alors, traiter la cause. Bon, alors ça, on ne va pas détailler, mais c'est sûr que dès qu'on trouve une cause, en premier lieu, plutôt que de traiter l'insomnie, on essaie d'orienter vers le traitement de la cause, que la cause soit médicale, psychiatrique, cause toxique, thérapeutique. Donc là, on essaie de changer de classe médicamenteuse ou la mettre à un autre moment de la journée. Comportementale, donc ça c'est dans l'insomnie psychophysiologique ou la mauvaise hygiène. Et cause circadienne, ça
sera la lumière, on va voir plus tard, cause circadienne. Les traitements médicamenteux. Donc en fait, 3 types de traitements sont très fréquemment donnés dans l'insomnie. Ils sont en indication sur 28 jours dans l'insomnie. C'est premièrement le zolpidem et l'azopiclone, qui sont le Stilnox et l'Imovan, qui sont les 2 médicaments les plus donnés dans le monde pour l'insomnie. Deuxièmement, des anxiolytiques, qui sont souvent des benzodiazépines à demi-vie courte. Donc, il y en a qui sont plus à orientation de sommeil et d'autres qui sont plus à orientation anxiété, peu importe. Et troisièmement, les antihistaminiques, ceux-là sont souvent présents sans ordonnance dans les pharmacies. Et ils sont très fréquemment employés aussi. On ne va pas trop détailler la thérapeutique aujourd'hui, ça sera l'occasion d'autres cours. La thérapie cognitive et comportementale. Donc la thérapie cognitive et comportementale, ça consiste à reprendre au cours de plusieurs séances l'organisation du sommeil avec les patients et de leur donner un certain nombre de règles. Alors parmi ces règles, une cruciale est la réduction du temps passé au lit. Réduction du temps passé au lit. Parce que quand on est insomniaque, eh bien on a tendance à compenser l'insomnie en restant très longtemps au lit pour essayer d'attraper un peu de sommeil en passant. Donc là, on diminue le temps passé au lit de manière au départ très importante et puis progressivement quand le sommeil revient jusqu'à une valeur moyenne. Réduction du temps passé au lit. Deuxièmement, contrôle du stimulus. Ça veut dire essayer le soir de tenir compte de tout ce qui peut favoriser l'endormissement et tout ce qui peut au contraire exciter et favoriser l'éveil. Donc on fait le point avec le patient de tout ce qui dans son entourage peut l'empêcher de dormir et au contraire favoriser son sommeil. Troisièmement, les méthodes de relaxation. Donc la relaxation de base, c'est une relaxation, un type de respiration, utilisation des méthodes de respiration et des méthodes de détente musculaire pour mieux se conduire au sommeil. Et quatrièmement, éviter les associations négatives du style je suis fatigué dans la soirée, donc je vais boire un café ou 2 pour essayer d'être en forme. Et puis forcément, ça va avoir des répercussions sur le sommeil la nuit d'après. Donc c'est ça les thérapies cognitives et comportementales, c'est refaire le point de tout. Le traitement des troubles circadiens. Donc là, ce qui est très important dans les décalages de l'horloge, c'est d'essayer de bien avoir des horaires réguliers. Régularité des horaires de lever et de coucher. C'est ce qui permet de bien recycler l'horloge. Deuxièmement, on utilise la luxthérapie, c'est-à-dire des lumières de haute intensité qui permettent de recadrer l'horloge biologique en lui redonnant le stimulus lumineux le matin. Et troisièmement, la mélatonine, qui est une hormone synchronisatrice, qui est un des traitements, donc commence à être sur le marché européen pour resynchroniser l'horloge biologique. Voilà comment ça se passe la lumière. La luxthérapie, ce sont des lampes donc, qui font 10 000 lux. Donc on se met à proximité comme ça le matin pendant 1 heure et ça resynchronise l'horloge biologique. Vous aviez déjà vu ça, non? Lumière comme ça. Alors pour terminer, les 8 règles d'or du sommeil qu'on donne comme conseil d'hygiène du sommeil à nos patients qui ont des insomnies. Premièrement, diminuer le temps passé au lit. On l'a vu, c'est important, c'est-à-dire le temps de sommeil moyen des Français, c'est 7h15 en été et 7h45 en hiver, des adultes. Donc en fait, si on reste au lit 9 à 10 heures, on a peu de chances de dormir tout ce temps-là. Donc on diminue le temps passé au lit à un maximum de 7 heures
chez les insomniaques pour qu'ils arrivent à avoir un sommeil plus concentré. Deuxièmement, éviter d'essayer de dormir à tout prix. Alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai que quand les gens sont dans leur lit et n'arrivent pas à dormir, on leur conseille plutôt soit de faire une activité de détente, soit de se lever un peu puis de se recoucher pour essayer de pas dormir à tout prix, pas essayer de dormir à tout prix, chose qui provoque souvent une réaction d'éveil paradoxale. Troisièmement, l'exercice physique est recommandé dans les troubles du sommeil, mais de le faire au moins, un minimum de 6 heures avant le coucher, parce que si on le fait dans les heures qui précèdent le coucher, ça augmente la température interne et donc ça rend l'endormissement plus difficile. Vous savez que pour s'endormir, il faut faire baisser la température de son cerveau d'1 degré. Donc, sinon, on ne s'endort pas. Donc, si on fait tout ce qui réchauffe le soir, perturbe l'endormissement. Quatrièmement, les horaires réguliers de sommeil, réguliers de coucher et de lever. Cinquièmement, éviter alcool, café ou nicotine après le déjeuner. C'est pour les insomniaques, ça, parce que sinon pour tout le monde, c'est un peu difficile. Prendre un repas léger le soir, 6e règle. Septièmement, ajuster l'environnement de la chambre. C'est-à-dire température donc pas au-dessus de 20 degrés, donc la température maximale est 20 degrés. Ensuite, le bruit, essayer d'isoler le bruit. Et ensuite, la lumière, parce que il y a des gens très sensibles à la lumière extérieure, donc si on calfeutre pas bien sa chambre, et bien à ce moment-là, on peut être réveillé par la lumière en pleine nuit, même quand on a un sommeil sensible. Par contre, quand on a du mal à se réveiller, il vaut mieux laisser rentrer la lumière dans la chambre. Et huitièmement, régler ses problèmes avant d'aller au lit. Alors ça, c'est la méthode de prendre une petite note et de marquer sur un petit papier ce qui ne va pas et de le mettre de côté jusqu'au lendemain plutôt que d'essayer de s'endormir avec ces difficultés. Voilà, bon après-midi.